Messieurs, bonjour. Nous sommes très honorés d'être là à l'invitation de Jacques Millard. Je suis Renaud Girard, je suis reporter de guerre au Figaro et tous les mardis, je publie une chronique d'affaires internationales dans ce bon journal du matin. Alors j'ai autour de moi Jacques Sapir, en passant juste qui est à la droite de Jacques Millard, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de la Russie. J'ai à côté de moi, à ma gauche, François Nicoulot, qui est sans doute le meilleur spécialiste du dossier nucléaire iranien en France, en tout cas, qui a été ancien ambassadeur là-bas, et que nous lisons toujours avec plaisir dans le Figaro, dans le Monde, c'est un très grand expert du dossier nucléaire iranien. À ma droite, j'ai Loïc Henkin, qui a été ancien ambassadeur à Rome, ancien secrétaire général du Quai d'Orsay. À sa droite, Jean-Pierre Lafont, qui était notre ambassadeur en Chine, et qui aussi a été secrétaire général du Quai d'Orsay. Le thème d'aujourd'hui, pour une politique... Ah, mon ami Pierre connaît ça. Excuse-moi Pierre, que je connais trop bien, qui a écrit un livre essentiel en stratégie qui s'appelle « La fabrication de l'ennemi ». Je recommande sa lecture, qui est un livre essentiel pour comprendre les relations internationales et la géopolitique des 30 dernières années, les 40 dernières années, et qui, ancien élève de l'ENA, qui est un spécialiste des questions stratégiques internationales. Alors, pour une politique indépendante, effectivement, la question se pose, parce que quand le général de Gaulle est revenu aux affaires en 1958, tout le monde se souvient que, le livre de Mme Elger le rappelle, qu'il a réglé par ordonnance toutes les questions économiques et sociales en suspens. C'était un des plus grandes blitzkrieg administratives de l'histoire de France, et avec un grand succès. Mais ce dont on se souvient moins, c'est que dès le début de son arrivée aux affaires, donc il était pendant 6 mois à Matignon, il s'est aussi intéressé aux affaires étrangères pour rétablir immédiatement une politique indépendante. C'est la publication du mémorandum, où pour lui la France doit être à égalité avec les États-Unis et la Grande-Bretagne dans la gestion des affaires de l'Occident. Les Américains lui ont répondu poliment qu'ils ne jouaient pas tout à fait dans la même cour, et c'est pour ça qu'il a ensuite développé une politique indépendante qui s'est traduite tout de suite après par l'invitation à Colombey du chancelier Adenauer. Donc aujourd'hui, où l'on pense en France, où la priorité nous semble d'être de rétablir notre économie et nos comptes sociaux, eh bien, l'interrogation pour une politique indépendante n'est pas dénuée d'intérêt. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on peut faire les deux ensemble, comme l'a fait le général de Gaulle en 1958. Alors, quels sont les problèmes aujourd'hui? A-t-on une politique indépendante et peut-on en avoir une? Sur différents dossiers. Alors, il y a le dossier iranien, évidemment. Est-ce que la France aurait pu être honest broker, intermédiaire sincère entre l'Iran et l'Amérique? C'était son rôle naturel. J'avais d'ailleurs milité pour ça en 2007, pour qu'elle le fût. Ça a été torpillé par les néoconservateurs du Quai d'Orsay ou de l'Élysée, même plus particulièrement. Et le rôle a finalement échu au sultanat d'Oman. Sur la Russie,
peut-on considérer que nous avons une politique indépendante? Peut-on considérer que nous suivons la politique initiée par Sadi Carnot? Est-ce que nous suivons la politique d'équilibre inspirée par le général de Gaulle, ou est-ce que nous avons abandonné notre politique par alignement? Nous aurons des réponses, que nous avons des spécialistes de la Russie ici. Ensuite, la question de l'Asie. Il y a un expansionnisme maritime chinois préoccupant en Asie, en tout cas qui préoccupe un grand nombre de pays du sud-est asiatique. La France a joué un rôle en Asie, même un rôle assez important, parce que vous vous souvenez que c'est à Paris que s'est négociée la paix au Vietnam, les accords de Paris de 72. Est-ce que, aujourd'hui, il y a encore une politique de la France en Asie? Est-ce que sa voix est encore entendue ou pas? Voilà trois voies possibles. Il y a aussi, évidemment, la question de notre politique européenne. Avons-nous encore une politique indépendante ou suivons-nous une sorte de consensus mou qui s'établirait à Bruxelles? Nous essaierons de trouver les réponses à tout cela. Nos interventions et les interventions de nos invités ne dureront pas plus de 5 minutes pour laisser ensuite la parole, le débat, la parole à la salle. Je donne la parole donc pour 5 minutes à François Nicolo pour nous parler de la politique française à l'égard du problème iranien. Servons-nous encore à quelque chose sur cette question? Monsieur l'ambassadeur. Merci. Mais monsieur le bourreau, je demanderais peut-être 1 ou 2 minutes de plus, mais enfin voilà. En tous les cas, pour être sûr de pouvoir faire passer mes idées en 5 ou 6 minutes, je vous livrerai à la fois mon introduction et ma conclusion. En introduction, quand même, je voudrais dire qu'en écoutant les orateurs et en écoutant les intervenants dans la salle, j'ai le sentiment que chacun considère qu'une politique indépendante de la France est celle qui correspond au vu de l'orateur. Mais il peut y avoir en fait une politique indépendante qui serait critiquable, qui serait différente de celle qu'on espère. Hein. Et je note également qu'en donnant au colloque le titre « La France peut-elle retrouver une diplomatie indépendante », il y a un léger biais cognitif quand même, parce que ça oriente la discussion sur le fait qu'il n'y a plus de politique indépendante voilà, de la France. Pour ma part, en ce qui concerne donc le Moyen-Orient, l'Iran et tout ce qui l'entoure, je serais tenté de démontrer, et c'est là où j'en arrive, c'est donc ma conclusion que je vous dévoile sans attendre, qu'il y a une politique qui est certainement critiquable, que je critique très volontiers, mais je dois lui reconnaître une certaine cohérence. Cette politique arabe de la France, pourrait-on dire, s'inscrit dans une longue tradition. Elle est finalement assez conforme à une longue tradition. Dans cette tradition, il y a d'abord déjà la présence dans la région. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a quelques années, on considérait que le Moyen-Orient devenait une province sans intérêt, que le centre des intérêts mondiaux allait se déplacer vers l'Asie. En fait, avec les crises actuelles, on s'aperçoit que pour le Proche et le Moyen-Orient constitue vraiment une plaque tournante mondiale, un global hub, comme diraient les Américains, un lien précisément, parce qu'il fait le lien entre l'Orient et l'Occident. Et pour exister dans le monde, il faut exister dans cette région. Et les Américains, malgré leur mouvement de pivot vers l'Asie, maintiennent encore dans cette région 35 000 hommes. Ils ont des bases dans chacun des pays de la région. Et la France, se posant en puissance, a décidé effectivement d'être présente dans cette région. On l'a vu notamment avec sa présence, la création d'une base, on s'en souvient, dans les Émirats arabes unis.
la diplomatie française, la diplomatie du président Hollande s'inscrit donc dans cette tradition. Elle ne fait pas exception à la règle et on peut considérer, là encore, on peut la critiquer, je la critiquerai, qu'elle a quand même une boussole. La diplomatie française a fait des choix assumés. Ces choix n'attaquent pas frontalement les choix américains, mais ils s'en distinguent quand même assez nettement et par glissement progressif, la France, qui avait fait le choix en 2007 de coller aux Américains, s'est retrouvée assez paradoxalement dans son rôle traditionnel d'allié un peu rétif, un allié qui a tendance à semer un peu du poil à gratter dans tous les dossiers. Ça se voit sur l'Iran, sur la Syrie, sur l'Irak et sur l'attitude à l'égard des monarchies de la péninsule arabique. Ce qui est intéressant, en effet, Renaud l'a indiqué, cette décision de coller aux Américains, elle correspond bien au fond à une relève de génération dans la diplomatie française qui a accompagné la montée de la puissance de la diplomatie multilatérale avec la victoire de l'Amérique sur le monde libre et sur le communisme. Et ça a été les années de formation de la génération qui tient véritablement les commandes de cette diplomatie. Il est noté qu'elle a par exemple très mal vécu, enfin ce noyau néoconservateur, comme l'a décrit, et c'est un terme que je reprends bien volontiers, a mal vécu sur le moment la non-participation française à la Deuxième Guerre du Golfe. Voilà, et donc elle est bien entrée en résonance, si je veux dire, avec Nicolas Sarkozy, qui voulait en finir avec le gaulo-mitterrandisme, et lui-même, Sarkozy, était bien en résonance avec George Bush, qui était l'incarnation de l'Amérique dont il rêvait, l'Amérique des barbecues, des chemises à carreaux et des grands espaces. Bon, mais alors il y a eu, ce qui a un peu l'ironie de l'histoire, c'est qu'est arrivé Obama, qui était au fond un patricien de la côte Est, plus européen d'une certaine façon qu'américain, et donc les Français qui ont continué à coller un peu à la vision du monde de George Bush se sont retrouvés un peu déstabilisés par cette nouvelle ligne. Ils se sont retrouvés plus américains que les Américains, en quelque sorte plus papistes que le pape, plus royalistes que le roi. Voilà. Mais l'arrivée de François Hollande et de Laurent Fabius a très peu fait bouger les lignes. Même si le style a changé. Là, il y a une fébrilité qui dégradait beaucoup les messages que nous voulions faire passer, qui a disparu. Mais sur le fond, il y a une bonne symbiose des nouveaux arrivants en 2012 avec les diplomates aux commandes qui s'adaptent aisément aux nouveaux venus. Et c'est vrai, enfin, les nouveaux venus, donc François Hollande, Laurent Fabius, arrivent avec la conviction qu'il faut tenir à bout de gaffe l'Iran, veiller aux intérêts d'Israël, aux intérêts bien compris d'Israël, donc en s'opposant éventuellement à la ligne du gouvernement et en poussant à la nécessité d'une solution durable aux problèmes palestiniens et puis maintenir une bonne relation traditionnelle avec le Liban, l'Égypte, les monarchies du Golfe. Voilà. Donc là, on retrouve en quelque sorte une ligne traditionnelle, la ligne traditionnelle de l'avant, la politique arabe de la France. Déjà, on lui reprochait d'être pragmatique, d'être cynique. Moi, je me souviens d'une caricature américaine à l'époque du général de Gaulle qui montrait le général de Gaulle prosterné devant un puits de pétrole. Voilà, tout était dit par cette image qui a vu à l'époque un immense succès. Nous avons fait ensuite le choix de Saddam dans les années 75 parce qu'il apparaissait comme le nouveau pivot du monde arabe avec notamment sa puissance pétrolière. Avec l'arrivée de Mitterrand, la présence de Chesson a continué cette politique arabe. C'était vraiment le grand moment de la politique arabe, du soutien à Saddam contre l'Iran, notamment et contre sa guerre Irak-Iran. Et bon, il y a eu un intermède. Probablement avec l'arrivée de Roland Dumas, qui était plus sensible à l'importance de l'Iran. On a voulu rectifier cette politique, et même Chirac, quand il est arrivé aux affaires, donc à la présidence de la République, bon, c'était un homme du monde arabe, c'est très clair, mais il était malheureux de la crise avec l'Iran, de la crise nucléaire. Il a cherché des solutions. Tout ceci a été balayé, comme je l'ai dit, par l'arrivée de Nicolas Sarkozy, on a collé donc à George Bush à l'époque, et voilà comment on est arrivé à peu près à la situation d'aujourd'hui.
Donc, le soutien, le nouveau pivot du monde arabe aujourd'hui, avec l'écroulement de différents points que l'on connaît bien, au fond, ce sont les monarchies pétrolières du Golfe Persique. C'est à celle-là que l'on s'attache, si vous voulez. Et on a fait le choix d'un soutien pragmatique, hein, on pourrait dire cynique, mais c'est un reproche qui a toujours été fait à la France. Hein. À l'époque du général de Gaulle, à l'époque de l'alliance avec Saddam, on le refait aujourd'hui. C'est vrai, on ne parle pas beaucoup de droits de l'homme quand on se déplace en Arabie Saoudite ou dans les autres monarchies du coin. Mais voilà, on fait un pari qui correspond bien, qui se rattache bien à une très très longue tradition française. C'est le pari qui est en cours. Donc, comme je le disais, politique cohérente, critiquable. C'est pas celle que j'aurais rêvé d'une politique plus fine, effectivement, où on aurait essayé d'être allié avec tout le monde, on aurait joué un rôle de contact avec l'Iran, de médiateur. C'est dommage que ce soit finalement l'Oman qui recrée le lien entre l'Iran et les États-Unis en instaurant une diplomatie secrète. C'est un rôle qu'on aurait pu jouer. On n'a pas voulu jouer, c'est un choix qu'on a fait. Mais, j'allais dire, ce choix est peut-être moins fin, effectivement, que le choix d'Obama, qui, au fond, a compris que être vraiment une grande puissance, c'est, au fond, s'efforcer d'être ami avec tout le monde. Quand on peut s'adosser à sa puissance, c'est le moment, il faut essayer de négocier et de trouver des solutions avec tout le monde. On a fait un choix différent, c'est celui avec lequel on est confronté aujourd'hui. Merci. Merci.